Bonjour à tous, Sophie de Rénal, Nutri Marketing. Bienvenue sur le tour concernant le local. Bienvenue à tous ici, merci d'être aussi nombreux pour me suivre. Donc cette tendance locale, je vais vous faire une brève introduction d'abord de cette tendance, puis après ça on va se promener dans le salon à la rencontre d'une dizaine d'exposants. Bien sûr il y a beaucoup plus d'offres locales sur le salon et je vous laisserai découvrir par vous-même le reste des exposants. Donc cette tendance locale, alors d'abord au CFIA, 5 tendances de fond qui sont la praticité, le plaisir, la santé, le développement durable et la naturalité. Ce sont 5 tendances qui guident l'alimentaire depuis plus de 20 ans, sur lesquelles vous pouvez évidemment vous appuyer pour développer de nouveaux produits, sachant que évidemment elles vont évoluer au cours du temps et ne pas s'exprimer toujours de la même manière. Donc la tendance locale, elle est arrivée évidemment avec la Covid. Elle est un peu comme pendant la crise de 2008, on va dire. Il y a une forte tendance locale qui a été développée à ce moment-là. Mais à l'origine, c'est en 2005, c'est aux États-Unis le locavorisme. Et c'était vraiment pour dire qu'il faut consommer à moins de 100 miles de chez soi. Donc c'était vraiment dans un but de développement durable, de se dire, voilà, je vais essayer de sauver la planète déjà à l'époque. Et donc vraiment consommer près de chez moi. Donc ça voulait dire éventuellement se passer de certains aliments. Ensuite, on a eu, comme je vous disais, la crise de 2008. Et là, il y a eu un but social. Je consomme local pour défendre le tissu industriel, le tissu social, les petits producteurs près de chez moi. Et donc c'est vraiment, à l'époque, en Bretagne ici, vous aviez des gros panneaux 4x3 en disant en mangeant breton, je relocalise. Donc c'était vraiment l'idée de défendre, un peu comme ce qu'on a eu avec la Covid aussi, où on s'est rendu compte de la faiblesse de la fragilité de notre système alimentaire, et on avait voulu récupérer une souveraineté alimentaire. Et puis vous avez eu, entre 2008 et la Covid, on va dire, on a eu beaucoup de crises alimentaires qui ont fait que les consommateurs ont voulu consommer local pour se rassurer. Et en fait le local à ce moment-là c'était je veux savoir d'où ça vient, parce qu'il y a eu, souvenez-vous, les lasagnes à la viande de cheval, enfin voilà, donc c'était vraiment on nous cache tout, on nous dit rien, les méchants industriels qui nous empoisonnent, alors qu'évidemment la nourriture n'a jamais été aussi sûre qu'aujourd'hui. Donc c'était vraiment pour dire je mange local pour essayer de me rassurer sur l'origine de ce que je mange. Et finalement le local c'était pas forcément près de chez moi ou français ou quoi. Mes pâtes, si elles sont faites par des Italiens avec du blé italien, ils sont pas trop mauvais à faire ça ces gens-là, donc ça allait quand même. C'était du local d'ici et d'ailleurs qui était mis en place. Alors on va pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'un produit local aussi. Moi je réponds toujours comme on me demande ça, je dis ben voilà, moi je suis on va dire européenne, donc par rapport à un américain je suis européenne, par rapport à un allemand je suis française, par rapport à un parisien je suis de la Creuse et par rapport à un guérettois je suis d'Aubusson. Donc voilà, mon local ça peut être tout ça, donc le plus près de chez moi possible ou en tout cas le plus transparent, le plus voilà, rassurant possible. On a une étude Kantar qui a été faite pour le CIAL l'année dernière et on dit que les 71% des consommateurs depuis la Covid ont changé leur comportement de consommation et 48% pour prioriser le local justement. Donc en 2022 c'est 68% des consommateurs dans le monde qui préfèrent acheter des produits alimentaires de sa région, 67% dans une zone proche. Donc on est vraiment revenu à du local proche de chez soi depuis la Covid, à la fois pour éviter éventuellement des contaminations et encore une fois pour une souveraineté alimentaire qu'on voudrait retrouver en France. Donc il y a vraiment eu, avant Covid, c'était plutôt un local pour le tissu social, pour se rassurer aussi avec les crises. Pendant la Covid, ça a été un local aussi très social et depuis c'est aussi pour une démarche farm to fork, c'est aussi plus maintenant pour le développement durable, mais aussi face aux problèmes d'approvisionnement en Ukraine, face à l'inflation aussi, ça peut être une tendance qui revient sur le devant de la scène. Alors relocalisation, on veut réindustrialiser la France et notamment des industries alimentaires, mais attention, c'est toujours comme ça, alors je vais le dire avec les Français, mais en fait avec les consommateurs en général, c'est ce qu'on dit not in my backyard, ça veut dire que l'usine, je veux bien qu'elle soit relocalisée en France, mais surtout pas près de chez moi. C'est un peu comme les éoliennes, on trouve ça super pour l'environnement, mais surtout pas trop près que je les vois. Donc à chaque fois, je crois qu'il y a un problème en Bretagne avec une usine Bridor qui a fait un peu de bruit. Voilà, donc c'est ça l'idée, oui je veux que ce soit refait près de chez moi pour les emplois, etc. Mais voilà, pas trop près non plus.
Ouais, c'est tout le paradoxe évidemment. Voilà. Alors au niveau des ingrédients, des PAI, mettre en avant l'origine des ingrédients et le côté local, c'est évidemment très important parce que de plus en plus d'industriels mettent en avant les œufs sont français, la farine est française, les légumineuses sont françaises. Dès qu'on a des ingrédients français, maintenant, on va pouvoir les mettre en avant. Vous avez aux Pays-Bas de la vanille qui pousse sous serre, et donc la vanille européenne maintenant. Donc voilà, ça peut être des choses, des filières, évidemment avec le réchauffement climatique, il va y avoir des nouvelles filières. J'ai regardé un reportage de gens dans le sud de la France qui avant faisaient du maïs et c'est tellement gourmand en eau que maintenant ils sont passés aux agrumes. Donc on aura bientôt on a déjà de Corse et de Menton, mais sinon on aura, voilà, évidemment ça va changer, des choses qui vont pouvoir pousser maintenant chez nous et d'autres qui pourront peut-être ça pourra plus être le cas. Donc dans la prospective, bien sûr, il y a l'agriculture urbaine, il y a les fermes verticales qui sont encore plus locales que locales. On sait que ça ne peut pas nourrir beaucoup de monde. Vous avez la plus grande ferme sur toit qui est au palais à la porte de Versailles à Paris, la plus grande ferme européenne sur toit, mais elle peut fournir que vaguement les restaurants à côté et encore. Donc c'est un vrai problème parce que pour nourrir toute une population, le local ou même l'agriculture urbaine, même les fermes verticales, c'est qu'aujourd'hui les fermes verticales, ça fait surtout des herbes aromatiques, ça fait de la salade, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, l'exemple d'Agricool qui a malheureusement fermé ses portes, mais qui faisait des fraises à Paris dans des containers. Donc les fraises, elles étaient en compromis, donc elles ne voyaient pas la lumière du jour, elles ne voyaient pas de la terre. Par contre, elles étaient complètement locales et elles étaient urbaines et elles étaient bonnes, je peux le dire aussi. Et ça consommait beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins d'intrants évidemment. Mais voilà, par rapport à une fraise de Plougastel, une fraise d'un container dans Paris, vous voyez que ça ne marche pas, il faut fermer leurs portes parce que ça doit être près de chez moi, ça n'a pas de sens une fraise dans Paris. Donc à un moment donné, il faut trouver le juste milieu entre ce qui fait du sens pour le consommateur et puis cette tendance. Donc voilà, en gros, cette tendance aujourd'hui, une forte attente des consommateurs, mais pas n'importe quel local, et encore une fois, pas mal de paradoxes. Donc mettre en avant l'origine de ces ingrédients, mettre en avant la fabrication aussi, bien sûr. Tout ça, c'est important. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, n'hésitez pas à me les poser, ou à les poser aussi aux exposants, nous allons aller voir. Donc on va commencer notre tour, si ça vous va bien. Je vais vous laisser donner les numéros de stand à chaque fois, comme ça vous pourrez me suivre facilement sur le site. On y va? On va commencer par en haut. Et donc, les 9. C'est une autre. Ça, c'est toujours créer la boîte en 1800. Venir, je vous emmène. Soyez pas. Ouais, je vais juste. Ça te dérange pas? Mais non, business first. Comme ça, je vais c'est efficace. Et après, si vous, c'est juste qu'on a un rendez-vous, ça passe vite. Mais si vous voulez après repasser, il n'y a pas de souci. Je prends votre. Comme ça, je vais vous donner ma carte. Ça va vite, c'est pratique, le petit scan. C'est bon aussi. C'est vrai que c'est hyper rapide. Et je vous donne ma carte. Et on est bon. Voilà, merci. Courage. Merci, à bientôt. Bonjour. Alors, vous allez nous expliquer D'accord. Bonjour, donc Société Globe Explore. On est récoltant et transformateur d'algues en produits alimentaires. Donc on est situé dans le Finistère en Pointe-Bretonne.
On existe depuis 1986, donc 37 ans d'existence. On a l'impression un peu que les gens passent ici, nous disent un peu vous êtes nouveau, vous êtes une start-up, mais non pas du tout en fait. On a déjà 37 ans et donc on récolte des algues fraîches que vous avez en haut là sur l'étagère. Voilà, elles sont conservées dans le gros sel et les algues on les récolte. On les récolte en fait de février jusqu'à octobre. On suit bien les saisons, en fait on ne peut pas les récolter n'importe comment les algues. Il faut les considérer comme des légumes et pour préserver la ressource, en fait, voilà, on a le droit de les récolter que de fin février jusqu'à octobre. Et pour tenir entre temps, qu'est-ce qu'on fait? On les conserve dans le gros sel et ça nous permet après de faire toutes nos préparations que vous avez ici, justement des tartinades d'algues, des algues séchées, des salades d'algues. C'est très large, on peut faire du chardonnay aux algues aussi. Et donc nos algues elles sont sauvages, elles sont bio aussi, maintenant on est labellisé bio. Nos zones de récolte sont bio et les tartinades du coup aussi quand on découle sont bio également, les paillettes aussi. Voilà, donc nous on est sur tout réseau. La restauration, c'est nos premiers clients, c'est eux qui nous ont permis de démocratiser les algues en 86 parce que c'était pas très connu à cette époque. Mais on est aussi en épicerie fine, en grande surface maintenant, de plus en plus on nous retrouve. Et en réseau bio aussi, avec notre gamme bio, on est présent un peu partout. Alors une chose importante aussi, on est 40% à l'export. On est un peu partout dans le monde, aussi bien États-Unis, tous les pays d'Europe aussi, États-Unis, Australie, l'Asie aussi s'intéresse beaucoup à nos produits. Pourquoi? Parce que eux, en fait, ils sont plutôt sur des algues brutes et nous, on les transforme un peu à l'occidental entre guillemets. Et du coup, ça les intéresse parce que c'est des façons différentes de manger les algues. Donc ils s'intéressent aussi à nous. Alors on a une autre gamme que je vous présente aussi rapidement pour vous montrer. En fait on touche vraiment tous les aspects de l'algue, aussi les extraits d'algues et on a cette petite gamme de perles. On est sur l'extrait d'algues. Bon, là en fait vous pourrez venir déguster après si vous voulez. On est sur des petites sphères. Vous avez ici là, après le panneau, on est sur des billes en fait, des billes d'algues. La capsule c'est de l'extrait d'algues, c'est de l'alginate. Et à l'intérieur, on enferme des sauces, des jus, des purées de fruits. Ça va être une utilisation en décoration, en topping sur des plats. Ça va faire une explosion en bouche, c'est comme des petits œufs de truite, ça ressemble vraiment à ça. Et c'est complètement végétal. Et ça va exploser en bouche, ça va apporter donc de la décoration, mais aussi un assaisonnement selon la saveur. Des perles balsamiques pour des salades, des perles vinaigre échalote pour des huîtres par exemple, des perles de passion pour aller sur un gâteau au chocolat, sur des tartes aussi, voilà, des perles de framboise. Perles de rhum chez Bardinet pour aller sur les babas. Oui, tout à fait. Voilà, on peut faire des perles d'alcool aussi. Toutes ces perles, en fait, on a 16 parfums. En fait, c'est déclinable à l'infini, selon tout ce qui est liquide. On le fait à façon. On fait des perles à façon. Et nos produits aussi, on a l'habitude de travailler à façon, notamment sur les tartinables. On peut voilà, faire des tartinables à l'infini. On a le tartinable curry raisin. Là, le tartinable donc, qui est présenté au concours innovation, c'est le tartare yuzu et gingembre. Tout est possible aussi sur les algues. On peut rajouter des fruits, on a un tartare avec du chou chêne et de la pomme Granny Smith. Voilà, en fait les algues, il faut vraiment, elles peuvent s'associer avec plein de choses. On peut les manger dans des smoothies, en fait, les boire en boisson. Là on a une demande notamment pour faire des boissons à base d'algues sur de la laitue de mer et de la dulce. On a une entreprise qui s'intéresse à ça, qui va faire des boissons, voilà, on les retrouve partout. Pas seulement dans les emballages, voilà, c'est vraiment, il faut les considérer comme un aliment, c'est vraiment un aliment très intéressant, il faut le comparer à un fruit ou un légume en fait. Vous avez le haricot de mer qui est très riche en vitamines, c'est 8 fois plus riche que l'orange. Alors c'est vrai que je pense que psychologiquement vous n'allez pas vous dire je vais mixer du haricot de mer et le boire au petit déjeuner, mais pourtant c'est ce qu'il faudrait faire en fait. Et c'est vrai qu'en Asie, ils le connaissent depuis longtemps, ils le mangent depuis des millénaires, mais ils en mangent au petit-déj. Donc j'espère qu'un jour on sera dans vos bols au petit-déj. Voilà. Mais en tout cas on travaille à démocratiser l'algue auprès du grand public et là c'est la première année qu'on est au CFI et on est super content en fait d'être au niveau du coup en tant qu'ingrédient au niveau industriel. On est vraiment content de pouvoir proposer les produits et du coup de les retrouver après sûrement dans des plats préparés et encore démocratiser l'algue auprès du grand public, c'est vraiment notre idée. Super. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? C'est fabriqué dans le Finistère? Finistère, c'est ça, on est près de
Oui, tout est dans le Finistère. On a vraiment la machine à perles, hein. C'est une grosse machine qu'on a développée et voilà. Et on est produit en Bretagne aussi. Vous connaissez peut-être l'association Produits en Bretagne. Nos produits sont produits en Bretagne aussi. Oui, voilà. Alors on est sur 1 an. Pourquoi? Parce que c'est comment elles sont pasteurisées. Et alors un point très important aussi, parce qu'on est là-dedans aussi, on essaye vraiment de réduire tout ce qui est additif, colorant. Enfin, colorant, vous n'en avez pas. On a fait sauter tous les colorants de nos sirops. On travaille avec des sirops Monin et on veut être sans colorant. Vous n'avez pas de colorant non plus ni de conservateur dans les tartinables, mais dans les perles, on avait été obligé de mettre du sorbat au lancement des perles. Et là, on est hyper content parce que ça y est, on le retire. Donc on est toujours sur 1 an de date, on est hyper content. Voilà, c'est vraiment une recherche aussi pour nous. Voilà, mais si vous voulez venir goûter après, avec plaisir. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à revenir. Merci. Bon premier salon. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. Merci. Alors, Ça va être plus intéressant. bonjour. Avec un film où... Alors, je passe derrière. on est en contact avec C'est moi qui marche. en examen. Alors, Après, la question, parce qu'elle disait par rapport au prix, Donc nous on est l'herbier du Diois, on est fournisseur et transformateur de plantes aromatiques bio, donc on fait que du bio. Nos clients c'est voilà, des agroalimentaires, des groupes pharmaceutiques, des herboristes. On a des fournisseurs dans le monde entier, mais aussi plutôt sur le territoire français. Et en très local, on a aussi des fournisseurs locaux qui peuvent faire de la menthe, de la mélisse, de la lavande, du thym. Et du coup, on a construit un séchoir pour sécher les matières qui viennent voilà, très locales. Voilà. Et on a aussi une exploitation agricole d'une vingtaine d'hectares qui produit quelques références. Voilà, donc nous on est situé dans la Drôme. Un petit village dans la Drôme. C'est tout à fait voulu d'être dans ce petit village aussi pour notre exploitation, qui aussi a pour but d'être expérimentale et de pouvoir conseiller des producteurs qui voudraient se lancer dans le bio ou se reconvertir. Qui viennent nous voir pour comprendre comment... Voilà, et puis nous on peut les conseiller sur les rendements, sur les contraintes, sur les variétés, voilà, sur les variétés qui peuvent pousser, enfin voilà, selon les territoires où ils se trouvent. Et depuis le réchauffement climatique, il y a des changements dans les variétés. Alors pour l'instant, on ne le voit pas encore. Pour l'instant, on a plutôt des contraintes, on va dire, de quantité, plutôt... Voilà, récolte ou mauvaise récolte. Voilà, récolte ou mauvaise récolte, ou pas assez en quantité, ou un peu moins jolie. Voilà. C'est plutôt en ce sens-là pour La l'instant. qualité de la récolte Voilà. peut changer de... Voilà, exactement. Pour l'instant, on n'est pas encore sur des choses, du curcuma qui pourrait pousser dans le sud de la France. Ça va bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Super, Merci. Merci à vous. Merci. Alors, on va aller... Les premiers produits qu'on va retrouver sur le céréales. Pour le tour innovation, vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous proposez en bio local. Bio en local, très bien. Bonjour. Donc ici nous sommes sur le stand et également l'animateur Suir, qui est donc un spécialiste des farines biologiques sur moule de pierre naturelle de silex, avec différentes espèces. On travaille du blé, bien sûr du sel, du corazon. Et également, on travaille de plus en plus des blés de population, des blés anciens, avec des
agriculteurs en direct pour développer en fait, ces blés un peu oubliés qu'on remet au goût du jour. Ça fait déjà 5-6 ans qu'on travaille là-dessus. Donc là, vous avez des exemples de blés de population comme le rouge de Morvan, qui est un blé qu'on a remis au goût du jour en l'écrasant sur une pierre et qu'on propose à nos clients à la fois du pain industriel bio et également les artisans boulangers. Voilà. Donc ça, c'est sur le blé. Et ensuite, pour ce qui concerne le sarrasin, on a une innovation sur le salon qui est une farine de sarrasin qui s'appelle le mélis sarrasin, qui permet d'augmenter la texture, d'éviter le déphasage dans la pâte à crêpes, la pâte à galette, et donc qui a un intérêt important quand les qualités des sarrasins ne sont pas au rendez-vous certaines années, et que pour avoir une bonne consistance de pâte, on galère un peu dans les usines. Voilà. Donc le mélis sarrasin, ça c'est une belle innovation. Et donc c'est technologique comme innovation? Ça se déclare farine de sarrasin. Ouais. Et on a un traitement en fait sur le sarrasin, il y a une sélection de sarrasin qui va bien. Et ensuite on a fait beaucoup de tests pour justement pouvoir ajouter cet ingrédient et avoir un plus sur le déphasage de la pâte à galette. Ce qui est important en Bretagne quand même. Voilà, c'est ça. C'est vital. Super. Bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sarrasin sur la farine? Ah. Savoir combien de pourcentage il faut mettre de farine de sarrasin pour éviter le déphasage. Du sarrasin. Alors je vais prendre la doc parce que moi je ne sais pas ça. La question c'est combien il faut rajouter de l'ingrédient magique pour éviter le déphasage. Là on lui a posé une colle en fait. Non, mais c'est que j'ai Il a pas... sa petite Tout est écrit ici. anti-sèche. Tout est écrit ici. Voilà. Donc là, si je lis bien le document, on parle en viscosité en millipoise et on a un dosage qui est à 3%, c'est ça? Autour de 3% d'excellents résultats. Autour de 3%, ouais, c'est concentré, ouais. Autour de 3%, et donc on voit là sur la courbe qu'on arrive à avoir une viscosité qui tient plus sur la longueur au bout d'une trentaine de minutes de fabrication de la pâte, parce que sinon effectivement on se déphase. Vous avez une plaquette je viendrai prendre une photo. Là voilà. Bah, merci beaucoup. Voilà. Si quelqu'un d'autre est intéressé, peut-être qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, bien entendu. N'hésitez pas. Et puis venez déguster les galettes. À un moment C'est ça, donné. ça va se lancer bientôt les Voilà, gars. c'est ça. Après le tour alors. Voilà, tout à fait. On va passer par ici. Oui, ça. Produits alimentaires. En fait, c'est du complexe. En fait, c'est des brisures de complexe. C'est des choses de complexe. Alors allez-y. Bonjour à tous, je me présente, je suis Audrey Cassignol, je travaille chez Alfalfa. Alfalfa est une société familiale, on est basé en Basse-Normandie et on est spécialisé dans la fourniture d'ingrédients pour les industriels de l'agroalimentaire. On a fêté nos 70 ans d'existence il y a peu de temps, donc on est très fiers d'être encore présents après 70 ans d'existence. On travaille plusieurs catégories de produits. On va être actif sur les ingrédients texturants, légumineuses, fruits, sucrés et céréaliers. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous parler des fruits et légumes déshydratés qui sont fabriqués par la société Dry for Good, qui est une start-up française qu'on accompagne depuis sa création en mai 2019. Donc qui est vraiment spécialisée dans la déshydratation premium, donc de fruits et de légumes. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est leur démarche, c'est une start-up française, mais qui a une démarche éco-responsable, qui source donc ses produits en France, des produits la plupart du temps déclassés, et donc qui a la volonté de valoriser ces produits en fruits et légumes déshydratés premium. Vous avez ici
quelques échantillons. Donc vous pouvez voir donc de la pomme, vous avez des poudres également de fruits, vous avez également, je crois que c'est un petit poivron. Donc une société qui est vraiment en développement, qui vient d'inaugurer son usine en fin d'année dernière. Voilà. Si mes sources sont bonnes, c'est de la zéohydratation. Exactement, c'est vraiment une déshydratation premium, douce, qui se rapproche finalement de la lyophilisation sur le produit, enfin pas sur le process, mais en tout cas sur le résultat. On est vraiment sur des ingrédients très premium. Avec une déshydratation très douce, effectivement, avec des zéolithes qui captent l'eau. Exactement. Qui gardent les arômes à l'intérieur du produit. Exactement, donc ça permet vraiment de garder toutes les qualités organoleptiques en fait, des fruits et légumes, que ce soit la couleur, la texture et surtout le goût. Voilà. Donc les ingrédients sont disponibles en poudre et également en morceaux, plus ou moins gros. Et à façon, j'imagine. Exactement. Et on est sur des minimums de commandes qui sont très très faibles, puisque Dry for Good a la possibilité d'offrir ses produits à partir de 1 ou 2 kg de minimum de commandes. Donc vraiment une grande flexibilité aussi par rapport aux approvisionnements. Avez-vous des questions? N'hésitez pas, je suis là pour ça. Bah, oui, questions secrètes, vous venez après. Il y en a parfois. Merci beaucoup. Merci bon à salon, vous. Et puis et bon à bientôt. tour. À bientôt. Merci. Au revoir. Effectivement, comme vous voyez, cette tendance locale, elle peut être à la fois sur évidemment géolocalisation, mais c'est pas plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on attend des ingrédients locaux qui soient entre guillemets mieux faits, c'est-à-dire faits artisanalement avec peut-être des céréales, par exemple comme on l'a vu, des céréales plus, des variétés plus typiques, ou des voilà, c'est pas seulement fait à côté de chez moi, mais c'est aussi voilà, vraiment avoir une démarche éthique, un petit peu comme pour le bio d'ailleurs, hein, une démarche éthique du champ à l'assiette. Et pour cette démarche locale, c'est un peu ça aussi, de se dire, ça va concerner, comme forcément a priori ça devrait être un peu plus cher, qu'on mette plus de premium, qu'on mette plus de qualité, de choix de variété, etc. On sera peut-être aussi dans des volumes plus faibles, donc on va essayer d'être dans des produits vraiment très qualitatifs aussi. Ah, 52, on s'en approche. Parce que ça bouge tous les jours. Venez avec moi. Nous y sommes. Pardon. Je vais aller un peu trop loin, excusez-moi. Bonjour. Qui va avoir la chance de me parler? Allez, Guillaume, vas-y. Allez, Guillaume. Bonjour. Bonjour, Guillaume. Je vais vous laisser le il faut micro. que je prenne le micro. Tout le monde vous entend. En plus, vous êtes en direct, alors c'est top. Et Alors, donc, ingrédients locaux, effectivement, nous on est une entreprise familiale bretonne, meunier à l'origine, et on a voulu donc à partir des céréales et de la farine, des produits que l'on connaît déjà, faire d'autres traitements, proposer d'autres solutions à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire régionale en premier, puis même au-delà. Et donc on s'est lancé sur deux activités. Premièrement, le traitement thermique, avec voilà, un process qu'on a développé nous-mêmes, qui permet de traiter thermiquement des farines et toutes les graines qui existent, de la débactérisation au toastage. Vous pouvez le voir jusque là, hein, on arrive à faire des choses, de la torréfaction en fait, hein, pour avoir par exemple ici des farines. Donc en dessous vous voyez les graines. Après broyage, on obtient des farines colorées qui peuvent être des marquants il y avoir un développement aromatique aussi. Voilà, des développements aromatiques exactement, qu'on retrouve également sur des graines. Alors vu qu'on est un peu breton, forcément on a fait du sarrasin. Vous pouvez voir là justement tout un gradient de couleurs
sur la graine décortiquée de sarrasin. Et donc on est capable de faire tout ce travail-là aussi à façon pour des demandes spécifiques. Bon, avec des volumes forcément, on vend pas, le tube n'étant pas la commande minimum. Voilà, donc tout sur ces éléments-là. Vous avez par exemple ici des oignons frits. Là c'est sur du remoulage, donc ça c'est le retour du meunier sur le blé et le sarrasin. Et là donc on est aussi en capacité de faire de l'extrusion, donc pareil sur des bases farines, que là on a aromatisé. Là on a du aroma de pain d'épices, curry et blé noir. Donc pareil sur l'extrusion, on fait aussi du travail, pour faire du travail à façon sur des tailles différentes, des formes différentes. Voilà. Donc, et là, si on retourne encore au blé noir, vous avez par exemple ici une baguette au blé noir. Le blé noir n'a pas de gluten, donc normalement on ne peut pas faire de pain avec. On a travaillé pour pouvoir, donc c'est pas que du blé noir, mais avoir une baguette goût galette. Voilà. Un petit peu l'ensemble de choses qu'on fait. Ça faudra revenir goûter ça. Ah, vous... Ouais. Donc voilà. Donc goût galette, mais du coup, elle n'est pas sans gluten. Ah non, non, bah, il faut... Ouais, il faut quand même que ça... Ce que je dis souvent, faire du pain sans gluten, c'est de les faire algan sans paracétamol, quoi. Ça marche pas. D'accord. Voilà. Ça enlève pas le mal de tête. Est-ce que vous avez des questions concernant ce sarrasin, ces extrusions ça peut vous permettre aussi, hein, le local c'est innovant aussi, donc ça peut vous permettre effectivement de varier vos formulations. Donc ouais, on se veut être agile et essayer de répondre à des demandes particulières, parce que c'est souvent là qu'on, communément, sur un travail commun, on arrive à créer de la valeur ajoutée pour le produit final. C'est ça l'idée. Merci beaucoup. De rien. Et puis, bon, merci. Je reviendrai goûter la baguette. Pas de souci. Alors, on continue à 56, petit colis. Présent. Monsieur Guenec. Ah ben, C'est en italien, ça. C'est par exemple une glace oreillette du Mans. Bah voilà, c'est un produit local, c'est fait localement et c'est quand même assez original. Pendant ce plaisir et nouvelles expériences sensorielles, c'était assez incroyable. Rien à voir par rapport à une ancienne activité. Toujours business. Future innovation. Oui. Eh ben non, je ne suis pas au courant, mais dites-moi. Je peux vous l'emprunter deux petites secondes. Super, merci beaucoup. On est sur un tour sur le local, donc Tour Innovation, et donc si vous pouviez nous parler des nouvelles références que vous avez sur les variétés Française. Donc bonjour. Donc, alors nous on est une coopérative fruitière, on est basé entre Lyon et Saint-Étienne, donc on produit à peu près 10 000 tonnes de fruits pour 700 hectares de vergers. Donc on utilise nos produits des producteurs pour fabriquer des purées de fruits donc origine France, avec les fruits des producteurs. Et puis ensuite on a d'autres produits qui viennent de France aussi, qu'on essaie de travailler. Les derniers lancements c'est purée de framboise France, purée de fraises France. Et après on essaie de développer aussi d'autres produits mais qui viennent d'autres, qui sont moins locaux, moins français. La mangue et le yuzu, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Et vous sentez une demande plus forte sur une origine? Oui, alors on a beaucoup. Alors je pense que le Covid a fait que après on a essayé de retrouver des produits un peu plus français avec une origine France. C'est toujours des demandes qui sont très fortes. Après, il y a souvent un problème de décalage tarifaire par rapport à d'autres origines. Mais par contre, on peut mettre en valeur effectivement le côté français et c'est une vraie demande des clients industriels et des clients chinois finalement. On le sent beaucoup sur les fruits, sur les légumes. On a vu sur les fruits à coque, il y a des filières noisettes, limousin ou enfin, autour.
Donc voilà, par exemple, la coopérative, on est premier producteur européen de pêche de vigne, donc la pêche sanguine. Donc ça, c'est vraiment un produit très local de chez nous. Et on a effectivement beaucoup de demandes sur ce type de produit-là, ou avec des appellations même encore plus restreintes, c'est pas uniquement en France, mais ça va être Coteau du Lyonnais ou une origine locale. Voilà. Où s'arrête le local, où est-ce qu'il commence? Voilà, effectivement. Super. Mais de plus en plus, on a ce type de demande, effectivement. Parce que acheter français, c'est aussi un retour aux sources, c'est éviter d'aller acheter des fruits qui sont à l'autre bout de la planète, qui ont fait 3 fois le tour. Avec un bilan carbone qui n'est pas toujours terrible derrière. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc la pêche de vigne, c'est ici. Merci beaucoup. Merci, entre autres. Oui, entre autres, pardon. Bon salon à vous. Merci, au revoir. Qui va récupérer les fruits et les légumes dans les potagers des particuliers pour pouvoir les proposer après aux consommateurs. Donc c'est vraiment, si vous êtes un super jardinier et que vous avez du surplus dans vos jardins, ça existe maintenant et ça permet effectivement de vendre en local des produits super. Nous voici à Cros, donc alternative végétale. Bonjour à tous, donc on est la société Accro, on est basé dans les Hauts-de-France, à Vitry-en-Artois exactement. On est une entreprise qu'on a créée en février 2019, donc il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Ça fait 2 ans qu'on participe au CFI1. On a démarré une usine il y a 1 année tout juste, en début d'année. Et aujourd'hui on est ici pour commercialiser à la fois toute notre gamme de produits mais aussi nos PAI. Et nos PAI, c'est quoi? On a choisi tout de suite dans le début du projet de travailler avec l'extrusion humide. Il y a pas mal de gens qui vendent de l'extrusion sèche, c'est des petits TVP, on va appeler ça. Nous, c'est de l'extrusion humide, donc on peut vous montrer les produits à quoi ça ressemble. Peut-être que tu peux en sortir. Mais c'est un peu comme un muscle végétal. C'est une matière première, un socle, pour fabriquer toute la gamme de produits qu'on commercialise. Donc vous allez retrouver nos produits bruts. Vraiment, ça, c'est notre matière première brute. Hein. Donc c'est comme un peu un blanc de poulet, il y a des très très longues fibres. Donc avec ça vous pouvez fabriquer à la fois les mêmes typologies de produits que les nôtres ou de nouveaux produits. On est sur des protéines de pois et de blé qui sont françaises. Voilà, on a dans notre ADN, dans notre sang, la volonté de faire des produits qui ont le moins d'impact environnemental. Et donc je vous invite à tester nos produits. Si vous êtes client, fournisseur, on peut discuter évidemment industriel pour vous livrer notre gamme. Vous travaillez à façon aussi évidemment? Oui, on peut faire du travail à façon effectivement. Et en aromatisation aussi ou en forme ou en... Alors oui, aujourd'hui on peut travailler sur du à façon en forme, en grammage, en goût, en arôme effectivement. C'est plutôt des arômes naturels d'ailleurs sur notre typologie de produits. Néanmoins, on reste un industriel, hein, donc il faut que ça soit des volumes significatifs si on veut travailler sur des volumes, sur des produits très spécifiques forcément. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre une de nos plaquettes, vous allez retrouver l'ensemble de la gamme. Et on a déjà une gamme assez riche, donc on part de nos produits bruts à aromatiser dans vos outils industriels. Jusqu'aux produits finis qui peuvent être des saucisses, des merguez, des simili steaks, des nuggets, des escalopes panées, etc. Voilà, vous retrouvez un peu toute la gamme que vous avez besoin. Super. Est-ce que vous avez des questions? C'est toute une gamme d'ingrédients PAI qui sont les égrenés pour mettre sur des pizzas, comme vous pouvez voir en vitrine. Des petits dés de poulet, des petits dés de jambon pour mettre en topping sur des salades. Voilà. Donc il y a vraiment la possibilité de faire plein de choses et des produits aussi cuits. Les hachés végétaux en version cuite, les boulettes en version cuite, etc. Super, merci beaucoup. Merci et bonne visite. Merci, bon salon à vous. En C63. C'est pas.
local. Si vous pouvez nous présenter l'entreprise et ce que vous proposez dans ce cadre. Ok. Donc Sabaro, c'est On une... va attendre une minute. On est là. Approchez-vous pour laisser peut-être les... Ouais. Vous ne vous mordez pas jusque-là. Ça va. Ça va. J'espère. Allez-y. Bonjour à tous. Du coup, Sabaro, c'est une société familiale qui a plus de 200 ans maintenant, qui est basée en Haute-Loire, en Auvergne. À la base, on est spécialisé dans la lentille verte du Puy, qui a le fameux AOP. Puis ensuite, la société, la gamme s'est étendue avec d'autres légumineuses, donc tout ce qui est les autres lentilles, les pois, les haricots, puis les céréales. On a également une partie champignons. Et il y a 4 ans, on a construit un site de cuisson surgélation. Du coup, on propose nos produits en IQF, prêt à l'emploi pour les industriels. On a également une filiale qui s'appelle Sabaro Agriculture, avec laquelle on a développé 3 filières. Du coup, les lentilles vertes du Puy qu'on fait avec eux, l'orge perlée et le petit épeautre du Velay. Donc, du coup, c'est 100% local. C'est des filières qu'on maîtrise chez nous en direct. Je vois que vous faites du quinoa aussi, est-ce que du coup il est français Ouais. On a une partie de quinoa français, mais nos gros volumes viennent de l'import, c'est le Pérou et la Bolivie qui sont spécialisés dans le quinoa. Il y a encore des variétés effectivement où c'est... Ouais. Il y a des filières qui se développent en France, mais ça... Exactement, ouais. Après ça reste des spécialités quand même assez... Quinoa d'Anjou, je crois, chez nous. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres filières comme ça qui sont en train de se développer en France On travaille sur la graine de courge actuellement, et puis après tout ce qu'on ne fait pas chez Sabaro Agriculture, on travaille avec des coopératives, voire des agriculteurs en direct en fonction des volumes. Mais ouais, on a une grosse gamme quand même d'origine France sur tout ce qui est légumineuse. La lentille verte du Puy jusqu'à présent, et même la lentille verte de France, c'était essentiellement que de l'origine France. Les pois chiches, pareil, c'est que de l'origine France. Après, pour les haricots, on est obligé d'importer un petit peu, mais c'est vrai que la demande est recentrée sur l'origine France. Vous ressentez depuis quelques années cette demande plus forte des industriels? Oui, tout à fait. Alors après, ce qui se passe, c'est que ces 2 dernières années, on a eu des récoltes très mauvaises et très pénuriques en France. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de recourir à l'import pour des cultures type lentilles. Mais oui, on a ressenti un vrai regain pour le local, en tout cas, et l'origine française. Super. Est-ce que vous avez des questions sur des légumineuses? Super. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci, bon salon. Merci, au revoir. Alors, il nous reste un dernier stand. On va s'arrêter. C52. On a commencé par des algues, on terminera par des algues. Oui, Mélodie. Oui. On voit les filières qui se développent plus. Il y a une demande, effectivement, les aléas climatiques, et on sait que ça ne va pas s'arranger. Toi et même. Évidemment beaucoup les distributions et donc à de l'import. Alors, c'est 59. C'est avancé si on y arrive. Hein. On avait peur de ne pas avoir beaucoup de monde aujourd'hui avec les grèves, mais finalement, hein, on fait le plein comme d'habitude au CFIA. Et on n'a toujours pas eu la guerre de prix. Je suis à votre écoute. C'est pour savoir quelle est la thématique, qu'est-ce que vous voulez couvrir? D'accord, ok. Eh bien, si tout le monde est arrivé, vous m'entendez bien? Oui, donc je ne vais pas parler plus fort, en général j'ai la voix qui porte. Bienvenue chez Algaïa, donc acteur local. Nous pêchons des algues en mer d'Iroise, plus précisément à côté de l'Anilis, à côté de Brest. Et on a une usine de transformation qui processe environ 50 000 tonnes d'algues par an, qu'on transforme pour servir l'industrie de l'agroalimentaire, en particulier notre présence au CFIA aujourd'hui. Et ça rentre dans toute la famille qu'on appelle les texturants. Et on va apporter à l'industrie agroalimentaire des solutions pour faire de nombreux produits, en particulier avec des applications pour porter de la viscosité ou des propriétés gélifiantes. Et en plus de ces activités-là, notre entreprise s'est diversifiée il y a 3 ans pour adresser le marché de l'agriculture. Et là, on fabrique ce qu'on appelle communément aujourd'hui des intrants qui biostimulent les plantes, donc les fameux biostimulants, où là, on va chercher, de la même manière, avec ces mêmes algues, à apporter des composés actifs
qui vont permettre aux plantes de résister à tout ce qu'on appelle les stress abiotiques. Le manque d'eau, l'excès de chaleur, éventuellement certains développements de bactéries. Et ces biostimulants, donc des défenses naturelles qui sont dans les algues, vont être apportés à toute cette agriculture pour se substituer à des intrants plus communément utilisés qu'on appelle les pesticides ou fertilisants d'origine plutôt conventionnelle pétrochimique. Donc on se substitue à ces produits-là avec des produits d'origine naturelle issus des algues de Bretagne. Donc le local jusqu'au fertilisant. Le local jusqu'au bout, donc on fait le lien entre l'agriculture et la mer. Et derrière, la fameuse expression du champ à la fourchette. Bon, on l'illustre bien parce qu'effectivement, nos produits vont chez l'agriculteur pour traiter les grandes cultures. De ces grandes cultures et de nos produits, on alimente l'industrie agroalimentaire pour faire des produits issus du marin d'une certaine manière. On sent que les algues ont beaucoup le vent en poupe en ce moment, tant mieux. Oui, c'est vrai. Donc il y a un gros engouement, engouement qui est porté par différentes considérations. À la fois, les gens considèrent que les algues poussent dans un milieu qui est aujourd'hui, et pour nous c'est très important, protégé de toutes les agressions climatiques, le fameux réchauffement climatique. Donc effectivement c'est une matière première qui est de ce point de vue-là pour nous très durable, dans la mesure où on la récolte de manière durable bien entendu. Et effectivement ça intéresse beaucoup d'industriels aujourd'hui d'avoir accès à cette matière première qui n'est pas sujette à tous les aléas qu'on connaît depuis déjà 3, 4, 5 ans et qui sont en accélération. Que ce soit sur les céréales, que ce soit sur les arbres fruitiers ou toute autre culture terrestre qui sont de plus en plus soumis aux aléas climatiques. Donc une ressource durable et qui va pouvoir nous permettre de nourrir les 10 milliards d'individus qui peupleront la planète, si Dieu veut. Alors ça c'est un vrai sujet. En 2050. C'est un vrai sujet. Là, on parle depuis tout à l'heure de la partie ingrédients et agricole. Il y a effectivement tout un volet qui s'ouvre qui est l'algue en tant qu'aliment. Donc là c'est encore un autre volet. Aujourd'hui à Algaïa, on est déjà impliqué dans un sujet comme celui-là. On fait partie d'un consortium qui est en mer Baltique où on va faire le premier champ d'algues européennes, donc culture d'algues à grande échelle, dans des champs d'éoliens pour être très clair, de manière à utiliser les éoliennes offshore et d'utiliser tout ce territoire marin pour cultiver des algues. Et effectivement, on est en train d'essayer d'éduquer, parce qu'il y a aussi toute une partie sociologique derrière, les populations européennes à considérer l'algue comme un possible futur aliment. Alors aujourd'hui c'est consommé sur la côte bretonne, mais c'est purement à l'échelle locale et c'est culturel. Mais il y a une grosse consommation qui est en Asie, qui est connue, où là effectivement l'algue est un aliment depuis des siècles. Et aujourd'hui effectivement on essaye de promouvoir aussi ce futur intrant, qui est une salade d'une certaine manière, mais qui n'est pas encore en Europe ou dans les parties on va dire non asiatiques, puisque c'est essentiellement eux qui consomment les algues, une coutume aujourd'hui de consommer des algues. Donc il y a encore du chemin à faire pour l'algue en tant qu'aliment. Une dizaine d'années, avant 10 ans, vous n'en verrez pas sur vos tables. Il y a encore du chemin à faire, mais ça peut rassurer les gens qui craignent de ne pas pouvoir nourrir les milliards d'algues. Oui, alors aujourd'hui, le marché des algues, il a cet intérêt-là. Donc pour le CFIA, c'est un aliment. Il y a aussi toute une industrie qui s'intéresse à l'algue pour d'autres potentiels développements. Donc vous parlez d'emballage, effectivement, les coproduits des algues pourraient servir à faire des emballages. Moi je pense aussi à la médecine, je pense à la cosmétique. Donc il y a d'autres industries aujourd'hui qui sont à la recherche aussi d'alternatives d'origine naturelle à des produits plutôt conventionnels, on les appelle les polyacrylamides, etc., qu'ils utilisent pour texturer vos shampoings par exemple ou produits de santé. Et aujourd'hui c'est des produits qui ont une fâcheuse réputation à être considérés comme polluants des océans aussi. Donc l'industrie de la cosmétique par exemple recherche à substituer ces produits historiquement utilisés par des intrants, les mêmes que ceux qu'on utilise en alimentaire pour aller texturer vos produits de soins. Et la pharmacie aujourd'hui commence à faire pas mal d'études considérant qu'il y a probablement une analogie à faire entre le terrestre et le marin et que la plupart des médicaments ou substances médicamenteuses qu'on utilise aujourd'hui sont issus des plantes terrestres qui nous entourent et qu'on a su exploiter depuis des millénaires. Et on considère, vu la diversité des algues qu'on peut trouver dans le milieu marin, qu'il y a probablement aussi des solutions médicales pour le futur dans cette matrice que sont la matière première algue qui pousse dans les océans. Donc il y a tout un champ d'investigation aujourd'hui qui intéresse toute une industrie. Ici CFIA alimentaire, mais voilà, sachez qu'il y a aussi la cosmétique, l'agriculture, la pharmacie qui aujourd'hui s'intéresse de très près à cette matière première, considérant qu'elle est d'une certaine manière protégée de tous ces aléas climatiques qui nous frappent aujourd'hui sur la partie terrestre que nous habitons tous les uns les autres tous les jours, mais le marin est encore très peu sollicité par cette industrie. Vous n'en êtes qu'au début, mais la France est un gros producteur d'algues.
Alors la France, on a coutume de dire que la France est le premier transformateur d'algues pour l'Europe, ce qui est une réalité. Donc avec le premier port de pêche qui est à la Nil-Dut en Bretagne. Donc oui, on a une certaine expertise, et pour autant, c'est quand même pas quelque chose qui est aujourd'hui dans l'ADN de la France. Donc c'est un des rôles. Voilà, en production, on est parmi les 5 mondiaux, donc on a une vraie place. Il n'y a que 5 acteurs, hein, d'ailleurs, comme nous. Donc c'est un marché qui n'est pas non plus très répandu en termes d'industriel, et c'est un marché qui est très lié à la présence de l'algue elle-même. Hein. Donc le business model d'une industrie comme la nôtre, c'est déjà d'être sûr d'avoir la ressource, de pouvoir y accéder et de pouvoir la prélever de manière durable dans son environnement. Donc tout ça, c'est effectivement géré par l'État français. Donc l'État français est très impliqué via la préfecture et puis après via l'IFREMER, qui sont la partie scientifique, et d'autres instances comme le comité des pêches qui gèrent les licences des pêcheurs, etc. Donc c'est quelque chose où la France est en pointe depuis bien 40 ans déjà, et sert de modèle d'ailleurs à d'autres pays aujourd'hui pour dupliquer le même modèle de protection de la ressource, parce que pour nous c'est notre fonds de commerce. Si on n'a pas d'algues, on n'a pas d'activité. Donc notre intérêt à nous, Algaia, c'est de s'assurer effectivement que la maîtrise de cette ressource est totale, parce que c'est la garantie de la pérennité de notre entreprise aussi. Donc de ce point de vue-là, la France a effectivement ouvert les portes à toute une conception de la protection de la ressource. On fait souvent le parallèle entre les champs d'algues et les forêts sur Terre. Et effectivement, le parallèle qui est souvent fait, c'est de protéger cette ressource au même titre que la forêt amazonienne. On sait son importance pour la planète. Ben, les algues, c'est pareil. Les forêts sous-marines ont cette même importance pour limiter l'acidification des océans, pour faciliter le captage du CO2, etc. Donc c'est effectivement pour nous une ressource qui, à plusieurs égards, est très importante à avoir, voire à développer, et probablement est une ressource aussi d'avenir pour l'homme en tant que substitut, encore une fois, pour la partie pharmaceutique et pour la partie alimentaire. Super, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions? C'était quand même bien complet. Avez-vous des questions? Pas de questions? Ah ben c'était suffisamment clair, je vous en prie. Bon salon. Merci beaucoup. Voilà, la fin du tour s'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, il y a beaucoup d'autres exposants qui vont proposer des produits locaux, donc je vous invite à aller les rencontrer. Et puis, merci de votre participation. Si vous voulez le compte-rendu, vous n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées ou de prendre les miennes. Et puis, n'oubliez pas de me rendre vos écouteurs, parce que j'y tiens beaucoup. Merci à vous et bon salon. Merci à tous. Merci en ligne. À bientôt.